Radio France Politique. Jean-François Aquili. Bonsoir, Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National et l'invité ce soir de Radio France Politique. Bonsoir Jean-Marie Le Pen et bienvenue sur ce plateau. Nous évoquerons avec vous la campagne présidentielle de votre fille Marine. Semble-t-elle marquer le pas avec une progression stoppée dans les sondages? Nous le verrons avec vous. Nous reviendrons également sur la polémique suscitée par votre évocation de Robert Brasillac. Vous nous direz pourquoi. Et ainsi que sur cette campagne dont le climat s'est tendu ces dernières semaines. Alors, pour vous interroger, Jean-Marie Le Pen, à mes côtés, Marie-Ève Malouine de France Info, Hubert Huertas de France Culture, Benoît Bouscarel du Move, et nous retrouverons en fin d'émission, en direct d'Avignon, André Brunetti de France Bleu Vaucluse. Et Jean-François Aquili de France Inter. Alors vous nous suivez comme vous le faites toutes les semaines sur notre site internet politique.radiofrance.fr et vous posez d'ores et déjà vos questions sur les réseaux Twitter et Facebook. À vous, Marie-Ève Malouine, pour le contexte. Bonsoir à tous, d'abord. Merci Jean-Marie Le Pen. Eh bien, nous sommes à 3 semaines de la clôture du dépôt des parrainages pour la présidentielle et Marine Le Pen, votre candidate, semble assez nerveuse à l'idée de ne pas obtenir ses signatures. Est-ce que cette difficulté traduit un échec de la stratégie de Marine Le Pen? La dédiabolisation du Front National n'aurait rien changé. Votre parti resterait peu fréquentable, voire peu recommandable par les élus pour la présidentielle. Il est même jugé aujourd'hui national et socialiste par Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. En tout cas, tout cela plombe la campagne, les intentions de vote stagnent, l'hypothèse d'un second tour s'éloigne. Alors comment analysez-vous l'évolution de votre parti, Jean-Marie Le Pen? Nourrissez-vous des regrets ou des frustrations? Faut-il changer de style de campagne? Vous aurez l'occasion de nous dire tout ça au cours de cette émission. Et vous me posez plusieurs questions à la fois. C'est ce que nous allons voir point par point. La première question, justement, vous est posée par Hubert Huertas de France Culture. Donc, Jean-Marie Le Pen, la première question. On a longtemps dit que votre fille, Marine Le Pen, talonnait le président de la République, Nicolas Sarkozy, ou même on se demandait si elle n'allait pas passer devant. Et puis la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que François Bayrou ne va pas la rattraper? Que se passe-t-il? Il y a un trou d'air? Non, je crois que c'est très déraisonnable, ça. Parce que M. Bayrou, je crois, est à environ allez, dans admettons 10, que j'ai 12, et légèrement Marine Le forcé Pen le trait, est mais environ le trou d'air, il existe 17-18, ou pas? c'est pas... Oui, allez, je vous le concède, mais le trou d'air, je vous le concède pas. Alors, il existe ou il n'existe pas? Il y a une campagne électorale avec des rebondissements calculés. Quand M. Sarkozy fait semblant d'être un président candidat pour devenir un candidat président, annonce à grands frais et sur les antennes les mieux dotés qu'il va être enfin candidat, crée le suspense, est évident que on sait très bien que dans la besace sondagique tombent les bulletins mis un peu dans l'univers médiatique. En conséquence, je ne me fais pas beaucoup de soucis à ce propos, d'autant qu'on sait que le résultat du candidat du Front National est toujours minoré. C'est même toujours la surprise du chef, ça. Vous rêvez toujours que votre fille soit présente au second tour? Ah oui, je suis toujours convaincu. Je partage même, vous voyez, une opinion encore plus radicale que celle-là, qui est celle d'un de vos confrères de RMC, qui fait, je crois, le journal de 13h, qui a pris le pari public que Marine Le Pen sera en tête au premier tour. Alors, nous allons bien voir, parce qu'il peut se produire beaucoup de choses, et vous savez comme moi que l'événement joue un grand rôle dans la période électorale, laquelle va durer encore plusieurs semaines. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que sa campagne a tout de même évolué. Elle avait commencé pendant plusieurs mois avec une dominante sur l'économie. Or, semble-t-il, et pas seulement semble-t-il, parce qu'on le constate, on l'entend, elle revient aux fondamentaux, à vos fondamentaux. Ah oui, c'est ainsi que, par exemple, elle a consacré son discours d'aujourd'hui à Châteauroux à l'univers rural. Je sais bien que c'est un des fondamentaux du Front National, et il en a plusieurs comme ça, mais je crois qu'elle n'a pas encore, et que ni elle, ni ses adversaires... Vous n'avez pas entendu parler de polémique sur la viande halal, par exemple? N'ont encore pas allumé les boosters de sa campagne. Parce que Marine Le Pen, à la différence des autres candidats, elle a des boosters. C'est-à-dire ce sont des éléments de la fusée qu'on allume que pour lui donner l'accélération finale. Or, en effet, elle est entrée dans le débat qui était le débat imposé en quelque sorte par la crise,
qui était le débat économique et social, et elle a montré qu'elle était tout à fait capable de tenir sa place. Cela étant, elle n'avait pas besoin de se donner beaucoup de mal, puisqu'aussi bien qu'elle ait présenté un programme et qu'elle ne l'ait pas présenté, comme les gens qui la critiquent ne l'ont pas lu, quoi qu'il en soit, par conséquent, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais elle a présenté un programme sérieux, un programme qu'elle est prête à discuter, et qui ne l'a pas encore été par des gens compétents et honnêtes. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous n'êtes pas un peu victime, en termes électoraux, de l'entrée en piste, on va dire, officielle de Nicolas Sarkozy, qui a mis, on l'a vu, la barre très à droite avec des fondamentaux, responsabilité, autorité, en jouant le peuple contre les élites, en se présentant comme le candidat du peuple. Est-ce que vous souffrez de cette concurrence ? C'est une concurrence banale, si j'ose dire. Et puis, je dois dire qu'avec le bilan qui est le sien, et au regard duquel, à travers lequel on doit quand même juger ses promesses, parce que les promesses des autres candidats, à la rigueur, on est forcé de leur faire confiance, ils n'ont jamais exercé le pouvoir avant. Mais celui-là, il a exercé le pouvoir. On peut comparer ses promesses d'aujourd'hui avec ses promesses de 2007 et s'apercevoir que, pour la plupart, des promesses de 2007, elles n'ont pas été tenues. C'est ainsi, par exemple, qu'il sort l'histoire du référendum. Alors que le référendum sur l'Europe, il l'a piétiné, il l'a trahi. Celui-ci avait été rejeté par 54% des Français. Lui a magouillé le coup de telle manière qu'on pouvait le faire passer avec l'accord des godillots de l'Assemblée nationale. Bon, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Jean-Marie Le Pen, vous avez parlé tout à l'heure des boosters qui vont s'allumer pour la campagne de votre fille. Vous situez ça quand ? Est-ce que vous allez les allumer ? Et puis, c'est quoi des boosters ? C'est des arguments inattendus de la part du Front National ? Non, ce sont des thèmes. Et alors, Vous me parlez des fondamentaux du Front National. Bon, il a toujours été reconnu au Front National, en limitant son influence et son audience, qu'il avait deux sujets sur lesquels il était imbattable et même incomparable, c'était l'immigration et l'insécurité. Pour l'instant, on n'est pas encore entré dans ces débats-là. Mais je pense que quand on va y entrer et qu'on va sortir les chiffres de la réalité, eh bien, je crois que ça va créer un certain événement. Et il va y avoir débat, il va y avoir contestation, il va y avoir comparaison des promesses et des résultats, comparaison de l'évolution des phénomènes pendant, par exemple, les 5 ans de M. Sarkozy. Et là, vous allez voir que ça va causer quand même quelques dégâts collatéraux. Et là, vous allez attaquer spécialement Nicolas Sarkozy sur son bilan, donc en matière d'insécurité et d'immigration. On attaque bien évidemment le candidat Sarkozy parce qu'il est le président sortant. Il est le seul qui a en quelque sorte un acquis, si j'ose dire. M. Hollande, c'est un candidat de substitution. C'est un candidat remplaçant. Il est remplaçant de ce que j'aurais trouvé, moi, être une magnifique cible, qui était M. Strauss-Kahn, qui incarne beaucoup mieux que lui le Parti socialiste, avec Guérini, avec le Nord-Pas-de-Calais, avec tout ça. C'est vraiment l'homme qu'il nous fallait. Manque de chance, il s'est pris les pieds dans le tapis à New York. Et ces boosters, comme vous dites, vous les allumerez après la captation des signatures, ça n'est pas forcément nous qui les allumons, ce sont peut-être nos adversaires qui, à un moment donné, vont vouloir venir sur ce terrain-là pour essayer d'améliorer leur situation. La polémique sur le halal, c'était un premier booster. Pardon ? La polémique sur le halal, la viande halal, c'était un premier booster, si on vous suit. Oui, non, pas à proprement parler. On n'est pas entré vraiment dans le cœur du sujet, là. C'est une des conséquences de l'immigration massive, mais il y en a beaucoup d'autres, et il y en a de beaucoup plus importantes, surtout. Alors, une polémique a suivi la convention du Front National à Lille. C'était il y a tout juste une semaine, au fond. Elle a fait beaucoup de bruit, Jean-Marie Le Pen. Vous avez lu à la tribune, on a beaucoup parlé cette semaine, un poème de Robert Brasillac. Alors, faut-il le rappeler pour nos auditeurs, écrivain collaborationniste qui a été exécuté, fusillé. Non. Qui a été fusillé. C'était un journaliste, comme vous. Oui, un journaliste comme vous, c'est même c'est même le seul journaliste français qui a été fusillé pour ses articles. Alors, vous savez, on ne sait jamais, il faut faire attention. Pauvre moi qui pourrait être à sa place, pourriez-vous penser après tout. Il faut préciser qu'il dirigeait la rédaction de l'hebdomadaire Je suis partout, qui était quand même réputé pour son antisémitisme durant la période. C'était un organe collaborationniste, mais moi, je ne me crois pas obligé d'avoir la même opinion que les gens dont je cite les poèmes. Alors si vous voulez bien, pour rendre vos auditeurs juges, ça va être... J'avais fait un exposé sur un des sentiments que je crois fondamentaux dans notre doctrine, c'est l'honneur. Et j'ai conclu par un poème sur l'honneur.
un poème de Brasillac. Au berceau de vous l'enfant allez honneur, nous le lire. on a vu deux fées Allez-y. apporter Allez-y. 2 présents pour l'enfant honneur. Le courage avec la gaieté. À quoi dit-on à la première sert un présent comme le vôtre? Presque à rien, répond la première, à donner du courage aux autres. L'autre, dit-on à la seconde, n'est-il pas de trop pour l'honneur? Un enfant, répond la seconde, a toujours besoin d'une fleur. Alors voilà la cause du débat. Vous savez bien. J'ai dit Oui. un poème de Robert Brasillac. Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas, je pense pas que ce soit la nature des vers que vous citez Autrement qui dit, est pardon, vous voulez dire, monsieur Aquili, que 67 ans après la guerre mondiale, on ne peut pas, sans créer de scandale, citer, même pour un poème, le nom de quelqu'un qui a été fusillé à la Libération en février 45, je vous le rappelle, et pour lequel l'ensemble des auteurs français s'étaient pratiquement mobilisés pour demander sa grâce, ce qui n'a pas été accordé. Jean-Marc, vous saviez ce Pas que tous vous à la faisiez, fois. c'est de la provocation, vous le Donna saviez. Boscarel. Et de la provocation, monsieur, voyez-vous, il faut que vous vous convainquiez de quelque chose. Je suis un homme libre, qui ne se laisse imposer aucune contrainte d'aucune sorte, qui n'a peur de personne et qui dit ce qu'il pense. Et comme, à mon âge, je l'ai fait dans la politique pendant 56 ans, je continuerai de le faire jusqu'à ce que le bon Dieu me rappelle la connaissez vie. Jean-Marie Le conséquences. Pen, Hubert vous êtes Gartas. un homme libre, tout ce que vous venez de dire. Vous êtes également un homme de grande expérience politique. Vous ne pouviez pas ignorer au moment où vous avez prononcé des vers de Robert Brasillac que vous feriez scandale. Vous avez monsieur- donc choisi de faire scandale. Monsieur, je ne- Pour quelle raison, au moment où votre fille, depuis des mois, essayait de faire oublier les affaires de l'an 40? Mais écoutez, je ne pouvais pas imaginer Mais si, que 67 ans après la guerre, la dictature de la pensée unique résistentialiste, où il y a beaucoup plus de résistentialistes que de vrais résistants d'ailleurs, j'entends parler des gens qui sont nés 30 ans après la guerre, j'entends parler des gens dont le papa était probablement caché sous son lit. Alors moi je vais vous dire quelque chose. Moi mon père est mort en 42, mort pour la France. Moi à 14 ans, j'ai pris la charge du fusil Lebel qu'il avait amené en 40, avant l'appel du général de Gaulle. Nous n'avons pas attendu, nous, pour nous opposer à l'armée allemande, que le général de Gaulle nous appelle de Londres. Et la détention de cela, pour ma mère et moi, signifiait la peine de mort. Par conséquent, je ne reçois pas de leçons de résistance mais- de personne, et en tout cas pas de gens qui n'ont résisté à rien du tout. Ce n'est oui. pas une leçon de Alors j'ajoute résistance. que Un instant. pendant que Brasillac était fusillé, Monsieur Marchais, lui, était ouvrier volontaire chez Messerschmitt en Allemagne. On ne parle et pas que de d'autre cela. part, puisqu'on parle de collaboration, parlons-en. Les 2 grands partis collaborationnistes de la guerre étaient l'un dirigé par Doriot, l'ancien secrétaire du Parti communiste, l'autre par Déa, l'ancien secrétaire du Jean-Marie Le Parti Pen. socialiste. Jean-Marie Le Pen. Alors, de ce côté-là, je crois qu'on n'a pas de leçon Et à nous recevoir. revoici dans les affaires de l'an 40 que votre fille souhaitait, ce n'est pas- non, mais- non pas oublier, mais elle souhaitait tourner pour la page. reformuler- Et nous pour y reformuler- revoici. Écoutez, ne me dites pas ça dans un pays où la mémoire obligatoire nous rappelle tous les 2 jours la Shoah, le ceci, le cela, en permanence. On nous rappelle la Deuxième Guerre mondiale. Parce que quand je vois pourquoi, et encore, quand je parle de l'enfant honneur, ça n'a strictement aucun rapport avec la guerre mondiale. Il faut avoir l'esprit tordu pour le croire. Je vais vous dire autre chose. Une anecdote. En 2002, j'ai dit, je suis de droite économiquement, je suis de gauche socialement et nationale. Et alors, l'Union des étudiants juifs a dit, c'est une formule de Hitler. Eh bien non, c'était une formule du maire juif de New York. Jean-Marie Le Pen reconnaissait que le goût d'une certaine forme de provocation. Ça s'appelle la liberté, cette provocation-là. Est un peu votre- Ce sont est un les peu gens votre- est un peu qui ne votre se ADN. couchent pas, qui ne marchent pas à genoux, qui ne Alors. rentrent pas par terre et qui ne font pas Nous d'autocensure avons en se bien disant compris. pourvu que ce que je vais dire ne m'attire pas les foudres des gnomes qui sont cachés un peu partout, et généralement sous leur lit Alors, ce d'ailleurs. que je vous propose, Jean-Marie Le Pen, c'est de réécouter la réaction suscitée par cette intervention, réaction de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez suivi à la télévision l'autre soir, qui était donc confronté d'une façon un peu particulière à votre fille sur le plateau de France 2, dans l'émission Des paroles et des actes. Nous écoutons Jean-Luc Mélenchon et vous réagissez ensuite. Madame, si vous voulez me donner des leçons de maintien en tant que candidat à l'élection présidentielle, je vais vous dire une chose. Vous auriez dû dimanche dernier vous lever et sortir quand l'infâme président de votre parti a osé citer Robert Brasillac, parce que le poème qu'il a cité était celui d'un collabo et d'un homme qui a osé dire qu'il fallait ramasser en bloc
les juifs et leurs petits. Vous auriez dû vous lever et sortir. Parce qu'en France, on ne parle pas comme ça. Et un collabo, quoi qu'il ait écrit, reste un collabo et un assassin. Alors, Non, il faut dire ça, monsieur. Il faut dire ça au président de la République, parce qu'il est grand lecteur de Céline. Si Céline avait été là en février 45, il aurait été passé par les armes sans même passer en jugement. Jean-Marie Le Pen, on vous écoute depuis tout à l'heure, vous pratiquez beaucoup vous m'écoutez, c'est bien la preuve. Vous m'avez invité, c'est bien le point que vous m'écoutiez. Est-ce que vous ne faites pas un petit peu le boulot que devrait faire votre fille, et notamment qu'elle aurait dû faire face à Jean-Luc Mélenchon? Je trouve scandaleux qu'un voyou comme M. Mélenchon se croit autorisé à prendre à partie une femme pour quelque chose qu'a fait son père. Écoutez, candidate, c'est vrai. Mais Marine Le Pen, pour des raisons qui lui sont propres et que je respecte, n'a pas voulu discuter avec M. Mélenchon. Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Là, et je vais lui retirer son caleçon. Et je vais montrer ce qu'il est. Le candidat des communistes qui ont du sang sur les mains jusqu'au coude. Voilà ce qu'est M. Mélenchon, qui entre-temps a été pendant 30 ans un gros sénateur dont on n'a jamais entendu parler d'ailleurs. Donc vous restez le numéro 1, quelque part. Pardon? Vous restez le numéro 1 du Front National, ce que votre fille n'a pas souhaité faire. Quand il s'agit de défendre la liberté, et surtout la mienne, là, vous pouvez. Je suis numéro 1. Mais ça veut dire qu'il y a une faiblesse du côté de votre fille? Pardon? Ça veut dire qu'il y a une faiblesse du côté de votre fille dans cette campagne. Mais pourquoi croyez-vous que ce soit une faiblesse? Vous pensez que les gens qui sont témoins de notre débat de ce soir prennent la position de M. Bernard-Henri Lévy sur le sujet ou de M. Mélenchon? Ben vous allez voir ça aux élections. Vous allez le voir. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, Jean-Marie Le Pen, sur le plateau de France 2? Vous auriez refusé le débat comme l'a fait Marine Le Pen, ou vous auriez Je ne suis pas Marine Le Pen. Marine Le Pen a refusé de parler à M. Mélenchon, d'abord parce que Antenne 2 le lui avait imposé. Ensuite parce que M. Mélenchon l'a insulté comme il le fait, naturellement, normalement. Bon, c'est sa manière de s'exprimer. Alors moi, je dis à M. Mélenchon, qui n'est pas les pudeurs de ma fille, j'attends M. Mélenchon dans un débat, où il veut, quand il veut. Nous allons l'organiser. Très bien, voilà une excellente initiative. Et M. Mélenchon, on verra bien ce qu'il dira à ce que j'ai à lui dire. Pourquoi vous dites voyou? Pardon? Vous l'avez appelé le voyou? Parce que ce sont des méthodes de voyous. C'est ça, prendre à partie une candidate au sujet de ce qu'a dit son père, c'est une méthode de voyou. C'était un débat. Elle vous a déçu en refusant le débat? Alors, autrement dit, le débat est libre. Oui. Il est libre, sauf pour Le Pen, si je comprends bien. Pourquoi elle était en face de lui? Il y avait un débat tout à fait normal qui était organisé à la télévision. Je vous propose, moi je lui propose mieux que ça. D'accord. On déballe tout. On déballe tout, le trotskisme, le Sénat, le socialisme, le communisme et tout. On va pouvoir parler librement et éclairer des gens sur Mélenchon. Les gens ne savent pas très bien qui c'est. Brasillac non plus d'ailleurs. L'avantage des débats, y compris des débats conflictuels, c'est d'apprendre aux gens un certain nombre de choses. Je pense qu'après ça, il y a un certain nombre de gens qui liront les poèmes de Fresne, par exemple. Ils sont très beaux. Je pense que vous allez nous apprendre des choses aussi sur le national-socialisme, puisque Claude Guéant a déclaré aujourd'hui: le FN n'est pas un parti républicain de mon point de vue, c'est un parti qui est nationaliste et socialiste. Bah oui, mais c'est pas nous qui avons ces initiales-là. NS. C'est Nicolas Sarkozy, c'est pas le Front National, ni Jean-Marie Le Pen. Louis Alliot demande sa démission, c'est excessif? Louis Alliot demande la démission de Claude Guéant suite à ses propos. C'est Guéant ou Guénaud qui a dit ça? C'est Guéant. Oui, mais Guéant, c'est un haut fonctionnaire. Nous sommes dans une république où, faute d'hommes politiques d'une certaine dimension et d'une certaine culture, le président de la République est obligé de sortir de ses caisses un certain nombre de hauts fonctionnaires rompus à l'étude d'un certain nombre de sujets, en particulier des sujets du ministère de l'Intérieur, pour défendre sa politique. Là encore, moi je suis prêt à rencontrer M. Guéant où il veut, quand il veut. La démission de Guéant, que demande M. Alliot, vous vous en faites l'écho, vous la demandez aussi? Ben écoutez, vous me l'apprenez, c'est une initiative que je mûris dans ma tête, si vous permettez. Alors Jean-Marie Le Pen, avant de laisser la parole à notre ami Benoît Bousquerel de la radio Le Move pour quelques minutes, une question toute simple qu'on a envie de vous poser à chaque fois que l'on vous rencontre. Est-ce que oui ou non, vous avez vos fameux 500 parrainages? Où en êtes-vous? Eh bien non, je crois que nous ne les avons pas encore. Mais nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Et cette situation n'a strictement rien à voir avec l'admissibilité de Marine Le Pen dans l'univers politique français. La plupart des candidats se sont retirés parce qu'ils n'en avaient pas la possibilité. J'ai entendu tout à l'heure Monsieur
Villepin dire qu'il ne les avait pas non plus. Je pense que j'ai entendu M. Besancenot dire que M. Poutou ne les avait pas non plus. Par conséquent, il y a là une attitude très compréhensible des maires qui ne veulent plus jouer ce jeu, dont on leur dit d'ailleurs qu'il sera réformé à chaque élection, et il ne l'est jamais. Pourquoi? Parce que c'est un levier de puissance des pouvoirs des grands partis politiques sur les plus petits. C'est eux qui dirigent l'opération. Et je dois dire que ça ne m'a pas étonné d'un organisme présidé par M. Debré qui a déclaré que c'était conforme à la transparence que de publier les noms des gens qui avaient présenté les candidats. Pourquoi pas aussi le nom des électeurs. On votera comme ça, comme le souhaiterait sans doute M. Mélenchon, avec le bulletin à la main. Quel serait le bon système, Jean-Marie Le Pen? La suppression de la publicité au journal officiel, c'est tout? C'est tout ce que vous réclamez, finalement? Moi, je réclame ça. Il n'y aurait pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas. Mais je crois que ça gêne beaucoup les maires qui estiment qu'ils sont l'objet, ou qu'ils peuvent être l'objet de représailles à tous les niveaux, et y compris d'ailleurs de la part du Parti communiste cher à M. Mélenchon, y compris les violences physiques, n'est-ce pas, les agressions qui suivent quelquefois les élections, mais aussi parce qu'il y a le problème de les communautés de communes qui met toutes les petites mairies sous la coupe des grandes villes. Et les gens craignent. Il y a aussi les conseils généraux, les conseils, comment dirais-je, régionaux, qui donnent des subventions. Et les gens qui se marquent pour un candidat d'opposition, ceux-là sont mis à l'index. Combien est-ce qu'il vous manque de promesses de Je ne sais pas, je ne tiens pas comptabilité de ça. J'essaye de me battre pour, à la mesure de mes moyens, pour essayer de remplir la... Et alors, quand elle aura ses 500 signatures, on dira « Ah ben c'est comme d'habitude, c'est comme son père, ils disent qu'ils n'ont pas les signatures, puis quand même ils réussissent à les avoir, donc c'était du bluff. » Eh bien ça n'était pas du bluff. Et les journalistes honnêtes qui nous ont fréquentés savent bien que ni en 2002, ni en 2007, ça a été facile. Ça a été très difficile. Il paraît qu'en 2007, en fait, vous n'en avez pas eu 507, mais 567. Ah, celle qui arrive je ne sais pas qui vous a dit ça. Je l'ai lu dans un médias. Méfiez-vous de croire ce que vous lisez. Bon, Jean-Marie Le Pen, si vous n'avez... Ce sera vérifié. Imaginons un instant, vous n'obtenez pas ces signatures, que se passe-t-il? Ah, ça serait terrible. Ça serait terrible. Et ça serait terrible pour tout le monde, y compris pour l'image de la France dans le monde, y compris pour la stabilité de la République elle-même, y compris pour sa crédibilité, parce qu'on sait bien qu'il y a que notre démocratie n'est pas parfaite, mais enfin tout bien compté, après tout, on s'en contente. Mais ça, c'est quelque chose de grave, qu'un candidat ayant 15 ou 20% des voix soit empêché de se présenter pour une raison administrative, strictement sans rapport avec la politique, puisqu'on nous dit que c'est une démarche administrative, dont le but était d'écarter les candidats farfelus, les candidats fantaisistes. Le moins qu'on puisse dire est que Marine Le Pen n'est pas un candidat fantaisiste. Et cependant, la règle lui serait appliquée. Enfin, bon, j'espère qu'il y a dans notre pays encore suffisamment de maires courageux et démocrates pour faire le geste même, et surtout s'ils ne pensent pas comme Marine Le Pen, pour lui donner non pas le parrainage, car c'est pas un parrainage, mais la présentation. Est-ce que vous donnerez une consigne de vote? Pardon? Vous donnerez une consigne de vote? Je ne sais pas encore, moi, mais c'est pas moi. Moi, je ne suis pas le président du Front National. Mais le Front National, je ne suis pas le candidat. Non. Mais je donnerai mon avis au moment où la question sera débattue. Votre avis est que il faudra donner ou ne pas donner une consigne de vote pour le cas dramatique que vous évoquez. Présidentielle, si vous n'avez pas les 500 signatures. Je ne sais pas encore ce que nous ferons, mais je vous en avertirai en temps utile, c'est sûr. Mais il y aura sans doute des réactions à ce niveau-là. Et il y aura, je pense que dans ce cas-là, qu'on pourra pronostiquer que M. Sarkozy serait certainement battu. Vous écoutez... Mais il y a surtout les élections législatives qui suivent, où il y a un certain nombre de maires qui sont candidats, et quelquefois dans des situations très difficiles. Vous leur promettez des triangulaires, c'est ça? Comment? Vous leur promettez des triangulaires sévères? Oh, des triangulaires, ou même des comment dit-on, des binoculaires. Des duels. Vous écoutez Radio France Politique, il est 18h34. Radio France Politique, Jean-François Aquili. Alors Jean-Marie Le Pen, c'est notre séquence dédiée au Move, la radio jeune de
Radio France. Avec vous, Benoît Mouscarelli. Oui, la semaine a été marquée par de violents affrontements sur l'île de la Réunion, plusieurs nuits d'émeutes, 230 interpellations et finalement un accord en cours de finalisation. Les prix de 40 produits seront gelés, le litre d'essence va baisser de 8 centimes. Écoutez les réactions de ces quelques Réunionnais qui protestaient contre la vie chère. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est tout. C'est une grosse insulte, vraiment. On prend vraiment créole pour couillon. Il est vrai que la ville est un peu dure, surtout qu'on a plein de choses qui augmentent, les produits alimentaires, le gasoil, tout ça. Sauf les salaires, ils restent pareils. Et oui, la vie est dure, parce que nous, avec un petit bébé qui va arriver, on a bien 2 salaires, mais on a du mal à joindre les 2 bouts, quoi. Des propos recueillis par Bruno Cansemi de Réunion Première. Alors Jean-Marie Le Pen, d'abord un mot sur ces manifestations, sur ces violences. On ne vous a pas entendu là-dessus. Et puis votre avis sur l'accord. J'aime mieux ces termes-là que les termes d'émeute. Il faut garder aux choses tout de même. Oui, c'était des violences. Les qualificatifs qui s'imposent, parce que Dieu merci, pas eu de mort. J'espère qu'il n'en aura pas et que ça s'arrêtera. Mais je comprends la colère de ces populations qui se trouvent confrontées à une vie chère, exceptionnelle, dirais-je, et qui est liée en effet à l'éloignement de ces îles de la métropole, à la nécessité d'importer une grande partie des produits que l'on consomme. Et ça pose un véritable problème. Je crois que Marine, qui a été faire un voyage récent là, a proposé la suppression de l'octroi de mer, déjà, et un certain nombre de propositions, en effet, qui ont été esquissées par le préfet. Alors, elle propose à la fois la suppression de l'octroi de mer et la création d'une taxe sur les importations. C'est pas contradictoire ? Je ne sais pas. Je ne connais pas suffisamment le dossier pour vous donner mon avis sur le sujet. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la Réunion ? Il faut augmenter les salaires ou alors cette suppression de l'octroi de mer, ça peut être une solution ? Je crois qu'il faut essayer que la population ait accès à ces produits au prix où on les a à égalité de salaire chez nous, si vous voulez. Donc il faut essayer d'égaliser les chances et de combler les déficits qu'il y a entre ces populations îliennes et d'outre-mer très éloignées de la France métropolitaine et puis la métropole elle-même. Parmi ces propositions phares à Marine Le Pen, 200 € nets de plus pour SMIC 1,4, enfin jusqu'à SMIC 1,4. Elle trouve l'argent comment ? Oui, elle l'a dit, par une taxe de 3% sur les importations. Ouais. Oui, je crois qu'elle a justifié cela assez longuement. C'est une mesure technique dont je crois qu'on peut se passer de débattre ici entre nous, parce qu'elle s'en est expliquée à plusieurs reprises, de manière très performante. Ça risque pas de pénaliser les industries locales, parce que la Réunion, et d'ailleurs c'est le cas aussi pour tous les territoires d'outre-mer, a besoin d'une industrie et d'une industrie alimentaire locale, justement. Vous savez comme moi qu'il y a dans ces îles un problème d'emploi, un problème de chômage considérable, puisque le chômage en particulier des jeunes est de l'ordre de 50 ou 60%. Dans certains quartiers. Bon, et ce qu'il faut, c'est créer des entreprises là-bas, créer une activité qui justifie un gain qui soit convenable. Voilà. Ce n'est pas simple, mais on ne s'en est pas beaucoup occupé, il faut bien dire. C'était M. Michel Debré, c'était le père de l'actuel Debré, qui était député de la Réunion autrefois. Il n'avait pas prévu les choses. Il faut aussi des infrastructures, notamment au niveau des transports. Ça, c'est pas du tout prévu. C'est pas du tout prévu dans le programme du Front National. Il y a un gros problème de transport public à La Réunion. Ça touche tout le monde. Le problème est partout. D'ailleurs, Marine Le Pen en a parlé beaucoup aujourd'hui. Le problème des transports dans les zones rurales, on pourrait considérer qu'après tout, ces îles sont des zones ultra-rurales. On pourrait en dire en même temps qu'ultramarines. Et en effet, je crois qu'il y a une nécessité d'engagement de l'État pour essayer d'égaliser les chances des citoyens à l'égard de la consommation. Encore une question, Benoît ? Oui, on retourne en métropole. L'association Assez le Feu a ouvert cette semaine un ministère de la crise des banlieues dans un immeuble du 4e arrondissement de Paris. Pas mal de candidats s'y sont succédés. Il n'y a pas eu de représentants du Front National à ma connaissance. Pourquoi ? Est-ce qu'elle a été invitée ? Oui. Parce que vous savez que généralement, Marine Le Pen n'est pas invitée. Non, là, elle l'était. Elle n'a pas été invitée par les syndicats ouvriers.
qui ne représente pas grand-chose, c'est vrai, mais qui existe quand même. Et elle n'a pas été invitée par le MEDEF, qui est le syndicat patronal. Ça ne m'étonne pas du tout. Là, elle a la même attitude que la CGT, bien sûr. Elle était attendue, elle n'y est pas allée, il n'y a pas eu de représentant du Front écoutez, National. Je ne suis pas au courant, je ne savais pas. Mais enfin, elle ne peut pas être partout non plus, bien évidemment. Et puis cette initiative privée ne peut pas s'attendre à ce que les gens se précipitent sur simple convocation à sa demande. Voilà. Puis nous pensons, Marine Le Pen a parlé de ça cet après-midi d'ailleurs, il y a certes un problème des banlieues, mais il y a en France, il n'y a pas qu'un problème des banlieues. Il y a aussi le problème de toute la ruralité française, où l'on est souvent plus malheureux et on gagne beaucoup moins d'argent qu'on gagne dans les banlieues. Merci Benoît Bouscarel du Move. Alors Jean-Marie Le Pen, le Front National, c'est dans le programme de Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, envisage de supprimer les allocations familiales pour les étrangers. Et cela concerne évidemment les étrangers en situation régulière, qui travaillent et qui ont des enfants scolarisés, qui paient des cotisations sociales. Marine Le Pen souhaite endiguer sérieusement le phénomène de migration et rendre donc la France, faire cesser qu'elle devienne un havre en quelque sorte pour l'ensemble du monde. Elle souhaite décourager les gens qui souhaiteraient venir chez nous en leur disant « Ne venez pas chez nous parce que les avantages sociaux que vous pouvez espérer, vous ne les aurez plus. » Voilà, c'est clair. Nous avons une optique nationale, de priorité nationale, qui fait que, surtout dans la période de crise que nous traversons, nous consacrerons nos moyens, si possible, à nos propres ressortissants, à nos propres citoyens. Donc les Français auront une priorité nationale dans ce domaine-là comme dans d'autres, et il me paraît que la société, l'État français, a plus d'intérêt à subventionner, si j'ose dire, la naissance de petits Français que de petits étrangers en France. Mais Jean-Marie Le Pen, lutter contre l'immigration clandestine est nécessaire mais c'est pas seulement l'immigration clandestine. Dans tous les pays du monde, mais faire des étrangers en situation régulière et qui travaillent sur notre sol une sous-population, ils ne sont pas obligés de rester. Ça devient un problème. Ils ne sont pas obligés de rester. Ils sont libres. S'ils trouvent avantage à être dans notre pays, eh bien, ils y restent pour différentes raisons. S'ils n'y trouvent pas avantage, ils retournent chez eux. Voilà, c'est ce qui se faisait d'ailleurs avant 1974. Vous imaginez l'impact de l'image de la France? Je pense que ça aura un impact, en effet, considérable. Marine Le Pen prend le chiffre de M. Sarkozy. M. Sarkozy a laissé entrer légalement 1 million d'étrangers en 5 ans. Bon, 200 000 par an. Marine Le Pen propose de ramener ce chiffre de 200 000 à 10 000 par an. En effet, c'est drastique. Et ceci est compris par tout le monde, y compris, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, par les Français d'origine étrangère, qui voient bien que, avec ce qui se passe dans le monde, mais ça nécessiterait un développement un peu plus important, mais dont la Réunion est une illustration, c'est que le monde est en voie d'appauvrissement, puisque le nombre de bouches à nourrir ne correspond pas, il y a 7 milliards d'habitants, ne correspond pas à l'évolution de la capacité du monde à les nourrir. Par conséquent, ce genre d'événement va se produire partout dans le monde et il est probablement responsable de ce qu'on a appelé le printemps arabe, beaucoup plus que l'aspiration à la démocratie. Toujours dans votre programme, Jean-Marie Le Pen, pardonnez-moi, la question a été posée à votre fille l'autre soir sur France 2, elle n'y a pas vraiment répondu, sur la sortie de l'euro et la nécessaire, elle est dans votre programme, selon vous, d'évaluation du franc. Comment est-ce que vous empêcheriez la fuite des capitaux français, de l'épargne, en cas de passage à une monnaie plus ancienne, une dévaluation? Voyez-vous ça c'est le titre de notre journal. Vous brandissez un document pour ceux qui nous écoutent. Oui. Il y a 10 ans, quand l'euro s'est constitué, nous avons annoncé qu'il allait s'effondrer, que l'euro n'était pas possible dans un ensemble d'États qui n'avaient pas le même niveau d'évolution économique. Et par conséquent, ce que nous avons annoncé est en train de se produire. Les gens en place sont en train d'essayer de sauver l'euro à tout prix, surtout avant les élections, n'est-ce pas? Et de dire c'est le dernier mur, si on ne passe pas ça, alors c'est que la catastrophe, on va tous mourir. Non, ce n'est pas vrai. L'euro va disparaître, mais moi je souhaite, ce que propose Marine, c'est qu'avant la catastrophe, avant que la débâcle de l'euro, on s'organise avec un certain nombre d'États pour
en sortir, après l'avoir d'ailleurs dévalué avant d'en sortir. Mais ça, c'est quand même de la technique financière et je vous signale quand même que c'est l'avis de 80% des économistes. Est-ce que vous avez chiffré le coût de cette sortie de l'euro et du passage au franc dans la vie quotidienne des Français? Oui, je crois que ça a été évalué à 15%, 15 ou 20%, je crois. Seulement 15 ou 20% En revanche, 15 ou 20% en de revanche, quoi? ça redonne des chances de progrès économique, c'est des chances de croissance. Car il faut tout de même noter que l'Euroland, la zone euro, est la zone du monde où la croissance est la plus faible, voire même négative. Par conséquent, ce qui nous avait été vendu il y a 10 ans comme une promesse de prospérité, c'est avéré être une promesse flouée. Et ce 15 ou 20%, c'est 15 ou 20% de perte de niveau de vie, c'est 15 ou 20% de quoi? Non, c'est 15 ou 20%. C'est très compliqué parce que vous savez, en effet, si on évalue, on libère quand même des possibilités pour nos entreprises d'exportation. On peut exporter plus facilement. Par conséquent... Mais pour l'immédiat, on va acheter de l'essence avec un franc quand qui même ne vaut qu'une pas... grande partie oui, du prix, 80%. une grande partie du prix de l'essence est composée par les taxes de l'État. Par conséquent, un État national qui se respecte ferait peser plutôt sur une réduction de ses demandes plutôt que... Ce qui veut dire qu'il va y avoir une grosse perte pour l'État et que l'État devra compenser. Vous savez, n'importe comment, nous savons que le pétrole va augmenter, que son augmentation est pratiquement inéluctable et que elle a été annoncée par le président de Total qui nous a dit, voilà, c'est très simple, elle sera à 2 euros le litre. Et attendez, s'il y avait un incident dans le détroit d'Ormuz, elle serait à 10 euros le litre. Et là, l'économie s'arrêterait. Et ça, c'est quelque chose qui nous pend peut-être au nez comme un sifflet de dessous. Alors justement, la transition est toute trouvée, Jean-Marie Le Pen, pour évoquer en quelques mots la situation internationale. Tout d'abord, ce qui se passe en Syrie. Est-ce que vous condamnez les massacres qui sont perpétrés actuellement en Syrie? Faut-il, selon vous, un départ de Bachar el-Assad? Je suis frappé par le parti pris des médias français sur cette histoire de la Syrie. Je tiens tout de suite à vous dire que je ne connais pas M. Assad. Moi, je ne l'ai jamais reçu à Paris, pas plus que je n'ai reçu M. Kadhafi. Mais enfin, les gens qui les ont reçus ont peut-être quelques responsabilités. Mais je vois les images des bombardements. Je vois un obus toutes les minutes, tous les 2 minutes. Il y a quand même 30 secondes sur Tokyo. 30 secondes sur Tokyo. 100 000 civils tués. 30 secondes. Nagasaki, Hiroshima, 80 000 morts civils. Dresde, 200 000 morts civils. Par conséquent, les gens qui ont fait ces bombardements de population civile devraient se taire quand ils parlent de M. Assad et qu'ils parlent de 6 000 morts en 6 mois. Pardon? Mais vous voulez dire que c'est peu, 6 000 morts en 6 mois? Comment je peux faire des comparaisons? Il y a des gens qui condamnent. Des gens qui condamnent. Il faudrait que les gens qui aient condamné aient les mains propres. Or, ils ont les mains beaucoup plus sanglantes. Marseille, monsieur, Marseille. 5 000 morts le même jour. La question, c'est vous, par est-ce un que vous bombardement. condamnez ce qui se passe des 5 en 000 Syrie civils tués à Marseille. Est-ce que M. Assad est condamnable ou pas? Bon, en dehors du fait que d'autres pourraient l'être auparavant. M. Assad est aux prises avec une guerre civile. Parce que je sais qu'il ne tue que des civils, mais je ne sais pas qui tue ses soldats. Alors, ça doit être le hasard, la malchance. Voilà. On a l'impression que vous le défendez, là. Je défends la vérité, monsieur. Moi, je suis un homme. On a l'impression que, je suis en un homme défendant objectif. la vérité, vous défendez on m'a fait le M. même Assad. On m'a fait le même reproche en Libye, quand l'armée française s'est vantée d'avoir fait 10 000 sorties militaires contre les armées de Kadhafi. Le résultat, nous l'avons. Première déclaration du responsable nouveau, c'est qu'on va établir la charia. L'anarchie règne dans le pays, la torture est de règle. Voilà ce que M. Bernard-Henri Lévy et M. Sarkozy ont fait. Et M. Juppé... Vous regrettez M. Kadhafi? Je regrette la paix qui régnait. Ah oui, c'était le pays d'Afrique où le niveau de vie était supérieur. C'est le premier pays. Donc, oui. donc vous souhaitez... Vous pensez que c'est la démocratie qui a triomphé et vous pensez que c'est la démocratie qui triomphera en Libye si jamais M. Assad était obligé de partir? Donc Jean-Marie Le Pen, clairement, vous souhaitez son maintien, son soutien. Enfin... Je ne souhaite rien du tout, monsieur. J'observe. Je suis neutre. On a l'impression d'écouter quand même. Infiniment, mon opinion est liée au sentiment que j'ai de la vérité. Et quand je vois des campagnes de propagande, eh bien, je me défie. Je compare ce que dit la propagande et ce que je vois moi-même.
ce que je peux contrôler moi-même, les informations qui me parviennent. Et elles ne sont pas parallèles, voyez-vous. Par conséquent, je conserve ma liberté, à moins que vous ne me disiez, Monsieur Le Pen, vous avez encore dérapé, vous devez condamner Assad. C'est pas possible, c'est impossible, il faut condamner Assad. On essaie simplement de comprendre votre point de vue. Il est de dire que Monsieur Assad est libre de bombarder des populations civiles, que le président Assad est libre de faire bombarder des populations civiles, si c'est pour le maintien de la paix dans son pays. C'est ça que vous dites. Oh, madame, on a bombardé des populations civiles dans beaucoup d'autres circonstances. Ne serait-ce que la commune, vous voyez, je vous parle de celle-là dans notre pays. On a fusillé 30 000 civils insurgés. C'est une question à laquelle vous voulez pas répondre. Ça n'a jamais rien à voir. Ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la commune. Racontez-nous ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez l'air d'être un expert de la chose. On va faire un cours d'histoire, simplement, ça n'a rien à voir. Quelle est votre réaction par rapport à aujourd'hui, les tortures d'enfants et les bombardements quotidiens sur la ville de Homs? Vous avez été témoin de tortures d'enfants? C'est rapporté par les journalistes qui sont sur place. Par les journalistes qui sont sur place. Non, il y a des journalistes qui sont sur place. Par des journalistes qui sont sur place. Certains sont morts. Vous contestez le fait qu'il y a des journalistes morts là-bas? Certains sont morts. Oui, mais certains sont morts, oui. Oui. Bon. Donc ils essaient de faire leur travail. Moi j'ai été en chercher un, vous voyez, en Égypte. De leur vie, J'ai été chercher le cadavre de Jean Roy, moi, en Égypte, en 56, vous voyez. Le même jour, d'ailleurs, un autre journaliste de Match avait été tué en Hongrie. Voilà. Donc, la question de savoir si le président Assad est dans son droit. La question de savoir si le président Assad est dans son droit et dans sa liberté d'exercer son pouvoir de président, vous n'y répondez pas aujourd'hui. Madame, Monsieur Assad est un chef de gouvernement qui est aux prises avec une contestation qui est à la fois civile et militaire, puisqu'on parle beaucoup de l'armée syrienne libre, que d'ailleurs on va espérer armer, un peu comme en Libye, voilà. Et je ne trouve pas anormal de voir les Syriens de l'État, enfin l'État syrien, se défendre contre ces activités. Et les populations civiles, ce sont des dégâts Mais madame, collatéraux? Les populations civiles, je viens de vous citer quelques exemples de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu des millions de civils qui ont été tués. Des millions sur les forces de l'Axe. Attendez. Délibérément. Ce ne sont pas des civils qui ont été tués comme ça, au hasard des échanges de feu. Non. Ce sont des villes qu'on a délibérément écrasées, des villes civiles, dans le but de faire capituler le gouvernement. Cette définition, c'est celle du terrorisme. Alors il est 18h52, le temps tourne, nous allons vite... Radio France Politique, l'émission politique des rédactions de Radio France. Rejoindre Jean-Marie Le Pen, les studios de France Bleu Vaucluse. France Bleu Vaucluse avec vous, André Brunetti. Vous êtes en direct avec nous. Bonsoir André. Bonsoir Jean-François. Heureux de vous retrouver ce soir. Vous avez la parole, la main pour 6 minutes. C'est parti. D'abord une question à Monsieur Le Pen, qui est le président d'honneur du Front National. Est-ce que vous avez l'impression d'aider votre fille? Est-ce que vous avez l'impression d'aider votre fille quand vous faites de l'humour sur les valses de Strauss en Cannes, quand vous citez Brasillac ou quand vous parlez de cette façon du président syrien? Est-ce que vous ne pensez pas que vous parasitez sa campagne à elle? Monsieur, je suis président du Front... Madame, pardon. André Brunetti, madame. Votre voix est déformée par le micro, ou à moi, il soit possible que ce soit un peu dur d'oreille aussi avec l'âge, c'est vrai. Et écoutez, vous venez d'articuler 3 thèmes du réquisitoire que me fait en général l'établissement. J'en suis tout à fait responsable. Et Marine Le Pen n'y est strictement pour rien. Je ne vois pas pourquoi on ferait porter à Marine Le Pen la responsabilité de ce que dit Monsieur Le Pen, qui n'est pas son garde du corps, qui n'est pas son lieutenant, qui est un homme politique, qui est dans la politique française depuis 56 ans, n'est-ce pas? Et qui est encore parlementaire européen, qui est encore conseiller régional, et à ce titre, qui exprime son opinion personnelle. Voilà, c'est tout. Très bien. Alors, il y a quelques jours, sur l'antenne de France Bleu Vaucluse, vous avez déclaré que vous réserviez une surprise à Jean-Michel Ferrand, qui est le député UMP de Carpentras depuis 1988. Une surprise... Il est temps qu'il s'en aille, celui-là. Voilà, une surprise qui devrait lui permettre de prendre sa retraite. Vous maintenez? Ben, tout à fait. Lui, il a proposé de faire une photo où il me mettrait le pied sur la tête. Moi, j'ai proposé de lui mettre mon pied ailleurs. D'ailleurs, on va écouter cette phrase très courte de 7 secondes de Jean-Michel Ferrand. Chez moi, j'aimerais que ce soit Jean-Marie Le Pen, parce que je prendrai une stature internationale et je poserai volontiers mon pied sur sa tête. Alors, serez-vous candidat? Mais, chère madame, non, il n'en est pas question pour l'instant, mais je ne manquerai pas de vous en avertir. Dès la minute, je l'aurai décidé.
Sinon, ça pourrait être votre petite fille Marion. Ah, peut-être, place aux jeunes. Ce serait en effet un bon candidat. Mais je pense que là, je ne sais pas le sort que lui réserverait dans sa tête Monsieur Ferrand. Ferrand, tu seras ferré. En 88, Jean-Marie Le Pen, il n'y avait eu qu'une seule députée Front National. C'était dans le Var, c'était Yann Piat. Et peu de temps avant d'être assassinée, elle était partie à l'UDF, chez Maurice Arex, le parrain du Var. Alors combien de députés vous escomptez cette année au Front National ? Écoutez, en PACA, c'est une région que je connais, c'est celle que vous connaissez bien aussi, il y a 36 députés UMP sur 40. Alors je pense là qu'il y a matière à une chasse fructueuse. Le gibier ne manque pas. Néanmoins, sur les 36 600 communes de France, il y avait eu 4 grandes villes du Sud seulement, pourrais-je dire, qui ont eu les affaires entre leurs mains grâce au Front National. C'était à l'époque Marignane, Vitrolles, Toulon et Orange. Le seul qui s'en est plutôt mieux sorti que les autres, c'est le maire d'Orange, Jacques Bompard, mais il a claqué la porte du Front National. Oui, ils m'ont tous trahi, c'est vrai, ça j'ai l'habitude. Bon, c'est tout. C'est tout ce que vous... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Non, mais parce que vous pourriez avoir d'autres envies. Ce sont des gens qui ne devaient pas avoir de grandes capacités. La preuve, c'est qu'ils m'ont trahi. Y compris Jean-Marie. Ils n'étaient pas meilleurs techniquement que moralement. En tout cas, vous êtes venu les souvenir souvent. Je suis venu, pardon. Vous êtes venu les soutenir souvent, notamment à Toulon, Jean-Marie Alors Le écoutez, Chevalier. puisque vous parlez de Toulon, parlons-en. Je n'ai aucune sympathie pour monsieur le maire, l'ex-monsieur maire de Toulon, n'est-ce pas? Mais je dois dire que le trou dans les finances de Toulon, ça n'était pas monsieur le Chevalier, c'était son prédécesseur, UDF. Maurice Arex plus, absolument. Maurice Arex plus C'était Maurice Jean-Marie Arex. Le Chevalier. Ce n'était pas le Chevalier qui a plutôt rétabli la situation. Oui, mais enfin, le petit Chicago est resté le petit Chicago avec ses braquages, ses trafics en tout genre. Oui, mais attendez, c'est pas le maire qui est chargé de faire le rétablissement de l'ordre dans une ville. Vous savez comme moi que la police nationale a tous les pouvoirs dans ce domaine. Alors, Monsieur Le Pen, est-ce que le Sud reste une zone de conquête pour le Front National, pour toutes les élections qui se profilent? Toute la France, madame, toute la France, le Sud aussi, bien sûr, mais aussi le Nord, aussi l'Est. Nous n'avons pas nous ne faisons pas de racisme provincial. Nous sommes prêts à conquérir des mandats partout où le peuple voudra bien nous les confier. Merci, Jean-Marie Le Pen. Merci à vous, André Brunetti, en direct des studios de France Bleu, Vaucluse, à Avignon. Alors, le temps a tourné, il est presque l'heure de conclure. Jean-Marie Le Pen, peut-être d'ultimes questions posées sur nos réseaux Twitter et Facebook. Alors, ce sont des questions courtes et des réponses, c'est difficile, hein, mais plus courtes si c'est possible. Alors, sur Radio France Politique, on vous demande quelle place pour Bruno Gollnisch dans cette campagne. On le voit peu. Ah si, la semaine dernière, il était au moins sur 3 antennes différentes. Non, on le voit suffisamment écoutez, on voit Bruno Gollnisch, et ce que je souhaite beaucoup, moi, chaque fois qu'il est invité, mais bien souvent, on ne veut pas l'inviter. Donc vous encouragez les médias à l'inviter? Ah, tout à fait. C'est un garçon de grande qualité. Est-il normal que l'Iran accède à l'arme nucléaire? Je ne sais pas s'il est normal. C'est un pays de l'ONU, n'est-ce pas, hein? Je crois qu'elle n'a pas l'intention d'acquérir l'arme nucléaire, mais de se doter d'une industrie nucléaire. Et j'estime qu'elle en a tout à fait le droit. On ne voit pas pourquoi l'Iran n'aurait pas les mêmes droits que ses voisins. D'ailleurs, il y a des pays qui ont la bombe atomique dans le coin. Hein. Il y a Israël, il y a le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Corée du Nord et bien d'autres. Donc il est normal que l'Iran l'ait en parallèle avec Israël? Je ne sais pas, madame. À ma connaissance, le gouvernement iranien nie avoir des intentions militaires. Par conséquent, je m'en tiens à sa déclaration. Voilà, cela étant, je crois que si ça se produisait, eh bien, il y aurait un phénomène de dissuasion, en fait. On sait bien que c'est l'équilibre de la terreur. Cela étant, il est bien évident que la profusion de l'arme nucléaire dans le monde peut avoir des conséquences absolument dramatiques sur la paix de celui-ci. Et moi, je crois qu'il y a une politique à préconiser. Ce serait le désarmement nucléaire. C'est-à-dire que les pays qui ont des armements nucléaires commencent progressivement à désarmer pour prouver leur désir de paix. Eh bien, c'est cette déclaration, curieusement pacifiste, hein, de votre part, Jean-Marie Le Pen. Et pourquoi non? Que ça termine cette édition de Radio France Politique. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques radio et télé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Radio France Politique. Merci.